Regardez-la. Vous pouvez mettre un uniforme sur un chien errant, mais il empestera toujours la ruelle. Renvoyez-la, maintenant. La scène se déroulait dans un restaurant bondé, impliquant une mondaine snob et une serveuse humiliée, mais la mondaine venait de commettre la plus grave erreur de sa vie superficielle. Elle s'imaginait donner des ordres à une employée au salaire minimum, ignorant totalement qu'elle s'adressait à Hélène Vance, l'investisseuse milliardaire qui décidait, à cette seconde précise, si elle allait sauver cet établissement ou le laisser brûler avec elle à l'intérieur. Le tablier en mélange de polyester était sans doute la pire partie de l'expérience, grattant la peau avec une insistance désagréable. Hélène Vance, connue dans les conseils d'administration de la Silicon Valley à Singapour sous le nom redouté de Vance, la capitale risqueuse au toucher de Midas et à la patience inexistante, était actuellement Lena, une serveuse stagiaire en période d'essai au Séraphin. Lena avait chaud, elle était déconcertée et regrettait amèrement son choix de basket sur mesure doublée de soie, qui accumulait déjà un résidu collant provenant des tapis de cuisine. C'était son processus, sa méthode immuable. Lorsque les entreprises Vance s'apprêtaient à réaliser une acquisition à 9 chiffres, Hélène ne se contentait pas de lire les comptes de résultats ou les bilans financiers. Elle descendait dans les tranchées. Elle devenait intérimaire, commis de cuisine, chauffeuse-livreuse. Elle croyait fermement qu'on ne pouvait pas comprendre l'âme d'une entreprise en regardant ses tableurs Excel, il fallait sentir son pouls. Et le pouls du Séraphin était filant, arythmique. Le restaurant était un cadavre magnifique. Situé dans un immeuble classé du patrimoine parisien, au cœur du 8e arrondissement, il s'enorgueillissait de plafonds vertigineux, de colonnes en marbre et d'une carte des vins qui était une hémorragie financière constante. Le propriétaire, Charles Heming, était un homme amoureux de l'idée de la haute gastronomie, mais qui ne possédait aucune de l'efficacité brutale requise pour la gérer. Il saignait du capital, et Hélène était sa dernière bouée de sauvetage anonyme. « Léna, la table 7 a besoin d'eau, tout de suite. » Hélène tressaillit. C'était Marc, le chef de rang. C'était un homme grand et décharné, avec des cernes sous les yeux qui témoignaient de semaines de 80 heures et d'une loyauté profonde et inébranlable envers un navire en plein naufrage. Il était la seule raison pour laquelle la salle n'avait pas encore complètement implosé. « J'y vais », murmura Hélène en saisissant une lourde carafe en argent. Elle avait passé les 4 dernières heures à polir l'argenterie, à apprendre le système de caisse byzantin et à essayer de maîtriser l'art de porter 3 assiettes lourdement chargées sur un seul bras. Elle était, pour le dire doucement, épouvantable à cet exercice. Sa vie entière avait été consacrée à la stratégie de haut niveau et aux algorithmes complexes. Équilibrer un plateau de cocktail à 40 € exigeait un ensemble de compétences totalement différents et, franchement, plus terrifiants. Elle s'approcha de la table 7, un couple discret célébrant un anniversaire de mariage. Elle sourit, son sourire de service client lui semblant fragile sur son visage. « Encore de l'eau. »« Oui, s'il vous plaît, » répondit la femme avec gentillesse. Hélène versa, sa main, habituellement ferme lorsqu'elle signait des contrats d'1 milliard d'euros, trembla légèrement. Une seule goutte glacée éclaboussa la nappe blanche immaculée, à quelques millimètres de l'iPhone de l'homme. « Oh, attention !» murmura-t-il en retirant son téléphone. « Je suis tellement désolé. »« C'est mon premier jour, » dit Hélène, ses joues brûlant de honte. Elle, Hélène Vance, qui avait affronté des OPA hostiles et des commissions parlementaires, rougissait pour une goutte d'eau. « Ce n'est rien, ma chère, » dit la femme. Alors qu'Hélène battait en retraite, Marc l'intercepta près de la station de service. « Respire, Léna, » dit-il, sans méchanceté. « Tu réfléchis trop. Ne regarde pas le verre. Regarde la table. Anticipe. Tu ne fais pas que porter de l'eau. Tu sers une expérience. » Il replia rapidement 2 serviettes avec une dextérité fascinante. « Tu es intelligente. Tu vas comprendre. Mais tu dois bouger plus vite. Charles est en train de perdre la tête ce soir. » Hélène regarda vers l'entrée du restaurant. Charles Heming faisait les 100 pas. Un homme corpulent dans un costume coûteux mais mal ajusté, il ne cessait de vérifier sa Patek Philippe, une montre dont Hélène savait qu'elle coûtait plus cher que la masse salariale mensuelle du restaurant. Il transpirait, tamponnant sa lèvre supérieure avec un mouchoir en lin. « Pourquoi est-il si tendu ?» demanda Hélène en empilant des verres. « C'est juste une soirée chargée. » Marc laissa échapper un rire sec et cynique. « Chargé ? C'est à moitié plein pour un jeudi. » « Non, il attend quelqu'un. Une grosse investisseuse. Il a fait nettoyer la salle à manger privée de fond en comble depuis une semaine. Il pense que cette Madame Vance va entrer ici, faire un chèque et résoudre tous ses problèmes par magie. » Hélène lutta pour garder un visage neutre. « Madame Vance, hein ? Ça a l'air important. » « Pour lui, c'est le Messie, » dit Marc en saisissant un plateau. « Pour moi,
c'est juste une autre personne riche qui transformera probablement cet endroit en une autre chaîne de steakhouse sans âme. Mais peu importe, ça paie les factures. Maintenant, surveille la table 4. Ils ont l'air prêts pour l'addition. Hélène hocha la tête, l'estomac noué. Elle aimait Marc. Il était compétent, fier, et de manière tout à fait compréhensible, désespéré. Il était exactement le type d'actif qu'elle recherchait. Mais Charles était un passif. Il se prosternait devant l'idée d'un sauveur, alors que la vraie sauveuse était juste devant lui, en train d'essuyer des menus graisseux. Sa mission secrète allait au-delà des chiffres. Elle était là pour voir si le Séraphin méritait d'être sauvé. Y avait-il un noyau d'excellence qui valait la peine d'être poli? Ou était-elle simplement en train de polir une épave? Alors qu'elle se dirigeait vers la table 4, les grandes portes en chaîne du restaurant s'ouvrirent, laissant entrer une bouffée d'air froid de novembre et une femme qui semblait sculptée dans de la glace coûteuse et méprisante. Son nom était Véronique de Valmont. Elle n'entrait pas simplement dans une pièce, elle la colonisait. Elle était flanquée de 2 individus tout aussi laqués, une femme squelettique nommée Chloé, qui portait son ennui comme une médaille d'honneur, et un homme, Sébastien, avec un visage suffisant d'héritier et un blazer Gucci très bruyant, très absurde. Un silence ne se fit pas simplement. Le son ambiant du restaurant, le cliquetis des couverts, les bavardages, le jazz doux, tout fut aspiré dans le vide de son arrivée. Véronique retira son manteau couleur crème pour révéler une silhouette anguleuse drapée dans une robe en soie cramoisie qu'Hélène reconnut comme provenant du dernier défilé Prada à Milan. Pas encore disponible pour le public, ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon si serré qu'il semblait tirer son visage dans un état permanent de dédain. Charles, sa voix coupa à travers la pièce, tranchante et claire comme du verre brisé. Ne me dis pas que tu as donné notre table. Sébastien fera une rupture d'anévrisme s'il n'est pas près de la fenêtre. Charles Hemming, qui attendait anxieusement Madame Vance, faillit trébucher dans sa hâte de l'accueillir. Sa panique concernant l'investisseuse fut instantanément éclipsée par sa terreur de la mondaine. Mademoiselle de Valmont. Véronique. Bien sûr que non, s'extasia-t-il en s'inclinant légèrement. La table 12, comme demandé. Votre habituel. Elle a intérêt à l'être, dit Véronique, sans même le regarder. Elle scannait la salle, ses yeux cataloguant chaque dîner, chaque tenue, jugeant et rejetant. L'éclairage ici est pire que dans mes souvenirs. Essaies-tu de donner l'air malade aux gens, Charles? Nous l'ajustons, mademoiselle de Valmont. Un nouveau système est en commande. En commande? Oui, comme tout le reste, traîna-t-elle. Elle glissa vers la table, la meilleure de la maison, une banquette en croissant donnant sur la rue illuminée. Hélène regarda alors qu'elle passait un doigt parfaitement manucuré sur le dessus de la table. Poussière. Charles. Honnêtement. Mes excuses. Je vais. Apportez-nous juste du champagne, intervint Sébastien en s'affalant dans la banquette. Le bon. N'osez pas nous apporter cette piquette de veuve Clicquot que vous nous avez servie la dernière fois. Nous voulons le salon 2007. Charlie sblemi. Hélène savait, grâce à son briefing vinicole d'avant-service, qu'ils avaient exactement une bouteille de salon 2007 et qu'elle coûtait 500 €. Bien sûr, Sébastien, tout de suite, bégaya Charles. Et envoyez un serveur compétent, ajouta Chloé en tapotant sur son téléphone. Le dernier que vous aviez avait l'air d'avoir appris son métier sur un ferry de croisière. Charles hocha la tête, son visage étant un masque de servilité douloureuse. Il s'éclipsa, repérant Marc. Marc, table 12. Gère-les, s'il te plaît. C'est Véronique. Le visage de Marc se tendit, mais il hocha la tête. Et la nouvelle fille, Léna. Garde-la loin d'eux, siffla Charles. Elle est maladroite. Je ne peux pas risquer ça. Pas ce soir. Pas avec Madame Vance qui doit arriver d'une minute à l'autre. Il s'enfuit vers la salle à manger privée pour la vérifier une 15e fois. Hélène ressentit une pointe d'agacement. Maladroite. Elle gérait un fonds de plusieurs milliards de dollars, mais ici, elle était juste maladroite. Léna, dit Marc, sa voix basse. Va prendre la commande de dessert de la table 9. Je m'occupe de la royauté. Pendant les 20 minutes suivantes, Hélène essaya de se concentrer. Elle prit les commandes de dessert, livra des cafés, essaya d'ignorer l'attraction gravitationnelle de la table 12, mais c'était impossible. Le rire de Véronique était un cri perçant qui semblait se moquer de la pièce entière. Elle et ses amis étaient les personnes les plus bruyantes et les plus odieuses présentes. Pourtant, tout le monde, y compris le personnel, les traitait avec une déférence bizarre et craintive. Hélène remplissait les verres d'eau à une table adjacente lorsqu'elle l'entendit.
Je veux dire, regardez cet endroit, dit Véronique en gesticulant avec sa flûte de champagne. C'est tellement triste. C'est comme un musée de 2010. Charles le mène à la faillite. Papa dit qu'il sera en dépôt de bilan avant Noël. Alors pourquoi sommes-nous ici? Demanda Sébastien en faisant tourner son vin. Parce que, chérie, c'est l'endroit parfait pour être vu avant qu'il ne meure officiellement. C'est comme visiter une vieille tante très riche et très malade. Il faut présenter ses respects, ricana Véronique. Et, ajouta Chloé, c'est le seul endroit en ville qui nous accordera encore autant de crédit. Ils rirent tous. Hélène sentit une colère froide s'installer dans son estomac. Ce n'était pas juste des clients. C'étaient des vautours. Elle débarrassait des assiettes d'une autre table lorsque Marc, le visage pâle, s'approcha d'elle. « J'ai besoin que tu apportes cette corbeille de pain à la table 12, dit-il, la voix serrée. « Quoi? Mais Charles a dit. » Je me fiche de ce que Charles a dit. J'ai une situation en cuisine. Le chef vient de menacer de partir. Et Charles est enfermé dans son bureau, en hyperventilation. Tu es la seule libre. Dépose juste le pain. Ne parle pas. Ne croise pas leur regard. Dépose-le et pars. Compris. Hélène hocha la tête, le cœur battant soudainement. Compris. Elle prit la corbeille en argent remplie de pain au levain artisanal et de fougasse infusée au thym. Elle prit une profonde inspiration. Elle était Vance. Elle pouvait gérer ça. Elle s'approcha de la table. « Excusez-moi, votre pain. » Sébastien saisit un morceau sans regarder. Chloé l'ignora. Véronique, cependant, leva lentement les yeux, son regard voyageant de la corbeille vers le bras d'Hélène, sur l'uniforme bon marché, pour finalement atterrir sur son visage. La lèvre de Véronique se retroussa. « Tiens, qu'avons-nous là ?» dit-elle, sa voix dégoulinant d'amusement. « Charles a vraiment raclé le fond du baril, n'est-ce pas ?» Hélène se figea, sa main toujours sur la corbeille. « Je suis juste. » « Ne parle pas, » claqua Véronique. « C'est une observation visuelle. Regarde-la, Chloé. Ces chaussures. C'est pour les enfants? Elles ont l'air confortables, » proposa Chloé inutilement. « Confortable » répéta Véronique comme si le mot était un fruit pourri. « Chérie, confortable, c'est ce que tu portes quand tu as renoncé à la vie. C'est le Séraphin ici, pas une salle de bowling. Et tes cheveux, mon Dieu, c'est tellement brun. » Hélène restait clouée sur place, une vague brûlante d'humiliation la submergeant. C'était une chose d'être anonyme. C'en était une autre d'être viviséquée publiquement. « Ce n'est pas approprié, » dit Hélène, sa voix à peine un murmure. Cela, semblait-il, était la chose la plus drôle que Véronique ait jamais entendue. Elle rejeta la tête en arrière et rit, un son cassant et laid. « Pas approprié? Oh, ma chérie, non. Tu n'es pas appropriée. Tu n'as pas ta place ici. Certaines personnes, dit-elle en se penchant d'un air conspirateur, sont nées pour dîner dans des endroits comme celui-ci. Et certaines personnes sont nées pour nous servir. Tu devrais vraiment apprendre à embrasser ta condition, Léna. » La main d'Hélène se resserra sur la corbeille. Elle pouvait sentir les regards des tables adjacentes. Elle était un spectacle. « Profitez juste de votre pain, » réussit à dire Hélène, se forçant à placer la corbeille sur la table. Alors qu'elle le faisait, Sébastien, gesticulant sauvagement en racontant une histoire, heurta son bras. Ce n'était pas fort, mais c'était suffisant. Hélène perdit l'équilibre. La lourde corbeille en argent s'entrechoqua sur la table, et un petit ramequin délicat de beurre infusé à la truffe, posé à côté, s'envola. Il atterrit avec un bruit mou et écœurant en plein sur le devant de la robe Prada cramoisie de Véronique de Valmont, laissant une tache jaune graisseuse et obscène. Le restaurant, qui avait été bruyant, devint totalement, complètement, mortellement silencieux. Pendant 5 secondes entières, personne ne bougea. Véronique baissa les yeux vers la tache sur sa robe. Elle la fixa comme s'il s'agissait d'une blessure mortelle. Son visage, qui avait été animé d'une joie cruelle, devint parfaitement vide. Le silence s'étira, devenant mince et toxique. Puis elle leva lentement, délibérément, son regard vers Hélène. « Toi, » murmura-t-elle, sa voix d'une douceur létale. « Je suis tellement désolée, » balbutia Hélène, saisissant une serviette. C'était. Il a heurté mon bras. « Ne me touche pas !» hurla Véronique, reculant comme si Hélène était porteuse de peste. Le murmure avait disparu, remplacé par une fureur tranchante comme un rasoir. « N'ose pas me toucher, espèce d'idiote sale et maladroite. » La salle entière fixait maintenant la scène, les fourchettes figées à mi-chemin des bouches. « Sébastien, tu l'as heurté, » dit Chloé, les yeux écarquillés.
Je n'ai rien fait de tel, bafouilla Sébastien, reculant déjà. Elle l'a jeté sur elle. Elle l'a jeté. La voix de Véronique monta à un niveau hystérique. Elle m'a agressé. Non, je ne l'ai pas fait. C'était un accident, insista Hélène, son professionnalisme se brisant, ne laissant qu'une colère brute et défensive. Elle avait l'habitude d'avoir le contrôle. Ce chaos public et dégradant était nouveau. Un accident? Un accident. Véronique se leva si vite que sa chaise crissa contre le sol en marbre. Cette robe est de la haute couture. Elle vient du défilé de Milan. C'est une robe à 20 000 €, espèce de vache stupide. Tu ne pourrais pas te payer le fil de cette robe, même si tu travaillais ici pendant 1000 ans. Marc fut soudainement là, poussant Hélène derrière lui. Mademoiselle de Valmont, s'il vous plaît. C'était clairement un accident. Laissez-nous prendre en charge le nettoyage à sec. Le nettoyage à sec. Véronique rit, un son comme des ornements qu'on brise. C'est du beurre sur de la soie brute. C'est fichu. Elle l'a ruiné. Je veux qu'elle soit virée. Charles Hemming arriva en courant de son bureau, le visage de la couleur d'une vieille bouillie d'avoine. Il avait entendu le cri. Il vit la tâche. Il vit Véronique. Et il vit son dernier espoir de survie tourner autour du drain. Véronique, mademoiselle de Valmont, que s'est-il passé? Alta-t-il, tirant sur son col. Ce qu'il s'est passé, Charles, c'est que tu as embauché cette Néandertale, cracha Véronique en pointant un doigt vers Hélène. Elle a délibérément ruiné ma robe. Je veux qu'elle soit virée. Je veux qu'elle soit virée, et je veux que tu paies pour ça. Bien sûr, tout ce que vous voulez. Charles se tordait les mains, ne regardant même pas Hélène. Il regardait la femme qui pouvait, avec un seul post Instagram, détruire le peu de réputation qu'il restait à son restaurant. Je ne l'ai pas fait exprès, dit Hélène, la voix froide et tremblante. L'adrénaline se dissipait, remplacée par une rage glaciale. Votre ami a heurté mon bras. Êtes-vous en train de me traiter de menteur? Se hérissa Sébastien. Je ne ferai jamais. Elle te traite de menteur, cria Véronique. Elle m'agresse et maintenant elle insulte mes invités. Charles, vas-tu rester la planter ou vas-tu gérer ça? Gérer ça. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Charles se tourna vers Hélène. Ses yeux étaient désespérés, implorants. Ce n'étaient pas les yeux d'un patron. C'étaient les yeux d'un animal piégé. Léna, commença-t-il, la voix tremblante. Va dans l'arrière-salle. Juste, vas-y. Non, claqua Véronique. Pas dans l'arrière-salle. Dehors. Je veux la voir passer cette porte. Je veux savoir qu'elle est partie. Hélène fixa Charles. Dis quelque chose, lui intima-t-elle silencieusement. Sois un manager. Sois un homme. Défends ton personnel contre une brute hystérique évidente. Charles ne croisa pas son regard. Il regardait le sol, les chaussures de Véronique, la tâche, n'importe où sauf elle. Mademoiselle de Valmont, essaya-t-il. Ne me sers pas du Mademoiselle de Valmont. Charles. Tu as ça, elle tenait 2 doigts écartés d'1 millimètre, d'être mis sur liste noire. Toi, ce restaurant, ta petite vie entière minable. Tu veux le sauver? Vire-la maintenant. La pression dans la pièce était insupportable. Hélène pouvait sentir la sympathie des autres convives, mais c'était une pitié inutile et passive. Elle pouvait sentir la rage de Marc irradier à côté d'elle. Mais il était impuissant. Il avait besoin de ce travail. Ils en avaient tous besoin. Et Charles. Charles était un homme faible, acculé par un prédateur. Léna, dit-il encore, sa voix se brisant. Il la regarda enfin, son visage étant un portrait misérable de la défaite. Je suis tellement désolé. Tu dois partir. S'il te plaît, pointe juste et pars. Je t'enverrai ton chèque par la poste. Il l'avait fait. Il l'avait viré. Hélène le regarda. Elle regardait l'homme qui la suppliait en secret de lui donner des millions d'euros. L'homme qui la jetait actuellement au loup pour le prix d'une robe tachée et du caprice d'une mondaine. Vous me virez, dit Hélène. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration, une confirmation de données. Je n'ai pas le choix, murmura-t-il, une supplique. Désespéré et frénétique. Vous avez toujours le choix, Charles, dit Hélène, sa voix soudainement, terriblement calme. Véronique eut un sourire narquois, croisant les bras. C'est exact, Porcinet. Il a choisi. Il a choisi de sauver son restaurant des ordures comme toi. Maintenant, allez, oust. Ton service est terminé.
Elle fit même un petit mouvement de balayage avec sa main. Ce fut ce geste, ce petit coup de poignet dédaigneux et déshumanisant. Ce fut le moment où le personnage de Lena s'évapora. Hélène Vance, la PDG, l'investisseuse, la titane, prit sa place. « Charles », dit Hélène. Sa voix n'était plus le ton agité et légèrement nerveux de Lena. C'était la voix qu'elle utilisait dans ses conseils d'administration, un alto bas et résonnant qui tranchait l'air et commandait une attention instantanée et absolue. Charles, qui se tournait pour s'excuser à nouveau auprès de Véronique, se figea. Il se retourna, les yeux écarquillés. Le sourire narquois de Véronique vacilla. « Charles, décrochez votre téléphone, » dit Hélène. « Quoi » bégaya-t-il. « Votre téléphone ? Celui dans votre poche ? Prenez-le. » Confus, terrifié, Charles fouilla pour trouver son téléphone. Il le sortit, le fixant sans comprendre. « Pourquoi ? » « Parce que, » dit Hélène en plongeant la main dans sa propre poche en polyester bon marché et en sortant un smartphone noir minimaliste et élégant, « je suis sur le point de vous appeler. » Elle tapota son écran. Une seconde plus tard, le téléphone de Charles vibra dans sa paume tremblante. Il baissa les yeux vers l'écran. L'identification de l'appelant affichait « E. Vance ». Le monde de Charles Hemming bascula. Il fixa l'écran. « E. Vance ». Le nom brillait, pulsant avec l'appel entrant. C'était le nom qui avait été sa prière singulière depuis 3 mois. Le nom qu'il associait au salut, à la solvabilité, au fait de ne pas avoir à dire à sa femme qu'il perdait leur maison. Il regarda le téléphone, puis son regard, lent et rempli d'une horreur cinématographique naissante, se leva de l'écran vers le visage de la serveuse. Vers Lena. La femme devant lui n'était pas la fille maladroite et nerveuse de l'essai. La femme devant lui se tenait avec une posture parfaite, droite comme un piquet. Son menton était relevé. Ses yeux, qu'il avait pris pour ternes, étaient maintenant d'une nuance de bleu glacé brillant qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Ils étaient fixés sur lui. Ils n'étaient pas en colère. Ils n'étaient pas tristes. Ils étaient infiniment plus terrifiants, ils évaluaient. « Bonjour, Charles », dit Hélène, son propre téléphone toujours tenu légèrement dans sa main. « Vous devriez probablement répondre. C'est important. » Le téléphone continuait de vibrer. Le son était assourdissant dans le restaurant silencieux. Charles ne pouvait pas former un mot. Son cerveau échouait à connecter 2 faits complètement irréconciliables. La serveuse déchet, dans l'uniforme à 20 € et la E. Vance qui contrôlait un fonds de capital investissement de 10 milliards. Véronique, qui savourait sa victoire, avait maintenant l'air totalement déconcertée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix perdant son tranchant, remplacée par une note de confusion. « Quel genre de farce stupide est-ce là ?»« Charles, qui est-ce » Charles ne répondit pas. Il fixait toujours Hélène, la bouche ouverte. « Elle est. » Hélène soupira, tapota son écran pour mettre fin à l'appel, et glissa son téléphone dans son tablier. « Il est en état de choc », dit Hélène, s'adressant à la salle comme s'il s'agissait d'une réunion trimestrielle. « Laissez-moi clarifier, Charles. Vous pouvez arrêter de faire les 100 pas. Madame Vance est ici. Elle est ici depuis 5 heures. » Elle passa la main dans son dos et, d'un seul coup sec, dénoua son tablier. Elle le plia une fois proprement et le plaça sur la table vide la plus proche. « Je m'appelle, » dit-elle, sa voix claire portant jusqu'à chaque coin de la pièce, Hélène Vance. Je suis la fondatrice et PDG des entreprises Vance, et je suis, ou j'étais, l'investisseuse que vous attendiez. Si le silence d'avant avait été tendu, celui-ci était un vide sidéral. La mâchoire de Marc tomba. Le personnel de cuisine, qui s'était glissé dehors pour voir l'agitation, se figea. Le visage parfaitement peint de Véronique de Valmont passa de la confusion au cramoisi, puis à un blanc pâle et maladif. Le sang se retira de son visage si vite qu'elle ressemblait à une poupée de porcelaine. « C'est impossible, » balbutia Véronique. « Tu es une serveuse. » Je l'étais, la corrigea Hélène. J'étais serveuse pendant que je payais mes études de premier cycle à Berkeley. J'étais commis de cuisine pour payer mon master au MIT. Et j'étais Lena, votre serveuse ce soir, pour mener mon dernier tour de vérification préalable sur ce restaurant afin de voir si c'était un investissement sain. Elle tourna son regard froid vers Charles, qui avait l'air de vouloir s'évanouir. Vous voyez, Charles, je n'investis jamais dans une entreprise. J'investis dans les gens. Je voulais voir comment vous gériez votre équipe, comment votre personnel performait sous pression, quelle était l'âme véritable du Séraphin. Elle fit un geste vers Marc. Votre chef de rang, Marc, est une perle. C'est un leader né,
empathique, efficace et farouchement loyal, même quand vous le menez clairement à l'épuisement. Votre personnel de cuisine, elle fit un signe de tête au chef, sort une nourriture 4 étoiles avec un équipement 3 étoiles. Vos gens, Charles, sont magnifiques. Ils sont l'actif. Puis son regard se durcit, et elle se retourna vers lui. Mais vous, Charles, vous êtes un passif catastrophique. Maintenant attendez, commença Charles, trouvant sa voix, une chose faible et avide. Non, vous attendez, claqua Hélène en levant une main. L'autorité dans le geste était si absolue qu'il s'arrêta instantanément. Je vous ai observé ce soir. Vous ne gériez pas. Vous vous cachiez. Vous paniquiez. Vous attendiez un chèque magique pour résoudre des problèmes qui concernent fondamentalement votre propre manque de leadership. Et puis, sa voix baissa, cet enfant, elle désigna Véronique, a fait un caprice. Et on vous a présenté un choix. Elle fit un pas vers lui. Vous auriez pu défendre votre employé contre une cliente belligérante et abusive. Vous auriez pu montrer une once de loyauté. Vous auriez pu gérer la situation. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez choisi d'humilier et de renvoyer une femme que vous pensiez pauvre et impuissante juste pour apaiser une brute qui, pensiez-vous, avait de l'influence. Elle allait me ruiner, plaida Charles. Elle est en train de vous ruiner, riposta Hélène. Elle et ses amis se vantaient ouvertement de faire monter une ardoise qu'ils n'ont aucune intention de payer. Ils se sont moqués de votre restaurant. Ils se sont moqués de vous. Et en retour, vous avez rampé. Vous avez vendu votre intégrité pour la chance qu'elle n'écrive pas une mauvaise critique sur Google. Hélène tourna toute son attention vers Véronique. La mondaine, pour la première fois de sa vie, avait l'air petite. Et vous ? dit Hélène. Véronique tressaillit comme si Hélène l'avait physiquement frappée. Elle était maintenant celle qui était exposée, et elle découvrait, à sa grande horreur, qu'elle n'aimait pas ça du tout. Moi, murmura-t-elle. Vous, affirma Hélène, sa voix comme une lame d'acier. Vous vous êtes assise ici dans votre robe à 20 000 €, et vous vous êtes moqué de mes cheveux, de mes chaussures, de ma condition sociale. Vous m'avez dit que j'étais né pour servir. Hélène fit un pas vers la table 12. Sébastien et Chloé avaient l'air de vouloir se dissoudre dans le rembourrage de la banquette. Parlons de ce dans quoi nous sommes nés, voulez-vous ? Vous êtes née Véronique de Valmont, un nom qui, il y a 2 générations, signifiait quelque chose. Cela signifiait industrie, pouvoir et vision. Maintenant, Hélène ricana, un son de pur mépris, cela signifie juste vous, un parasite gâté, cruel et totalement inutile, dînant sur un héritage que vous n'avez rien fait pour construire. Vous ne pouvez pas me parler comme ça, réussit à dire Véronique. Mais sa voix n'avait aucune conviction. C'était un couinement aigu et terrifié. Savez-vous qui est mon père ? C'était la question qu'Hélène attendait. Oui, je sais, dit Hélène, un calme prédateur s'installant sur elle. Je sais tout sur votre père. Je sais tout sur Harrison de Valmont et son empire immobilier commercial chancelant. Je sais tout sur les 3 prêts massifs et surendettés qu'il a contractés auprès de la Banque Atlantique de Crédit pour financer son projet désastreux des docks. Le visage de Véronique passa du pâle au translucide. Comment ? Comment savez-vous cela ? Je sais cela, dit Hélène, parce qu'à 16 h hier, les entreprises Vence ont finalisé leur acquisition de la Banque Atlantique de Crédit. Ce qui signifie, Véronique, que je suis la banque de votre père. Je détiens sa dette. Je possède les prêts qui le retiennent d'une ruine totale et abjecte. Un petit son étranglé s'échappa de la gorge de Véronique. Chloé haleta visiblement et mit une main sur sa bouche. Donc, quand vous me demandez si je sais qui est votre père, continua Hélène en se penchant juste un peu, la réponse est oui. C'est mon client le plus récent et le plus désespéré. Et je peux vous assurer que sa situation dans la vie est bien plus précaire que la mienne. Hélène se redressa de toute sa hauteur. Vous êtes venu ici ce soir et avez exigé le champagne salon à 500 €. Vous avez insulté le personnel. Vous avez délibérément et avec malice essayé de faire virer une femme qui travaille, en pleine crise du coût de la vie. Tout ça à cause d'un accident causé par votre ami. Vous l'avez fait parce que cela vous faisait vous sentir puissante. Maintenant, ceci, dit Hélène en désignant le restaurant silencieux autour d'elle, c'est le vrai pouvoir. Ce n'est pas être cruel envers des gens que vous pensez être en dessous de vous. C'est avoir la capacité de détruire le monde entier d'une personne et choisir de ne pas le faire. Elle fit une pause, laissant les mots flotter. Du moins, ajouta-t-elle, la plupart du temps. Elle se tourna vers Charles, qui s'appuyait maintenant contre une colonne en marbre, le visage cendré. L'accord, dit Hélène, est annulé. Non, cria Charles en trébuchant vers l'avant. S'il vous plaît, Hélène, mademoiselle Vence, s'il vous plaît. C'était une erreur.
Une terrible erreur. Je ferai n'importe quoi. Je vais les virer, dit-il en pointant un doigt tremblant vers Véronique. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas, Charles? Dit Hélène, la voix remplie d'une lassitude soudaine. Il ne s'agit plus d'eux. Il s'agit de vous. Vous avez échoué au test. Vous m'avez montré votre caractère. Vous êtes un leader faible, et vous avez construit un château de cartes sur le dos de gens bien. Mon fonds n'investit pas dans des leaders faibles. S'il vous plaît, supplia-t-il. Des larmes coulaient ouvertement sur son visage, se mélangeant à sa sueur. Ma maison, l'école de mes enfants. Je serai ruiné. Tout est en jeu. Hélène le regarda, son expression illisible. Le restaurant entier retenait son souffle. Marc la regardait, son visage étant un mélange d'admiration et de terreur. Il savait que son travail, et les emplois de tous ses amis, étaient aussi sur la sellette. Hélène resta silencieuse pendant une longue minute agonisante. Elle regarda Charles, le propriétaire pleurnichard et vaincu. Elle regarda Marc, le serveur fier et épuisé. Elle regarda le personnel de cuisine, leurs vestes blanches tachées de sueur, blottis près de la porte. Elle faisait des calculs. Un algorithme froid et dur tournait dans sa tête. Variable 1, Charles est un passif. Variable 2, le personnel est l'actif. Variable 3, la marque est récupérable. Variable 4, la brute doit être punie. Conclusion, la structure doit changer. Très bien, dit finalement Hélène. Charles leva les yeux. Une lueur d'espoir désespérée et pathétique dans ses yeux. L'accord initial est annulé, clarifia Hélène. Celui où je vous donne 5 millions et vous restez aux commandes. Cet accord est mort. Si le Séraphin doit survivre, nous le ferons à mes conditions, et mes conditions ne sont pas négociables. Charles hochait la tête avant même qu'elle ait fini de parler. Oui, tout. Tout ce que vous voulez, mademoiselle Vance. Tout. Bien, dit Hélène. Elle marcha jusqu'au centre de la pièce, sa présence dominant maintenant complètement l'espace. Elle n'était plus Léna la serveuse. Elle était Vance, et c'était son conseil d'administration. Condition numéro 1, annonça-t-elle en levant un doigt. Charles, vous n'êtes plus le président des opérations. À partir de cette seconde, vous êtes légué au rang de partenaire minoritaire. Vous gérerez les livres et seulement les livres. Vous n'aurez aucun contact avec le personnel, aucune autorité sur les plannings, et vous ne prendrez plus jamais, au grand jamais, une décision de gestion. Est-ce clair? Oui, chuchota-t-il en s'essuyant le visage. Oui, clair comme de l'eau de roche. Condition numéro 2. Elle se tourna vers Marc, qui avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Marc, vous êtes promu. Vous êtes le nouveau directeur général du Séraphin. Vous me rendrez compte directement. Votre salaire est doublé, avec effet immédiat. Vous aurez pleine autorité pour embaucher, licencier et gérer la salle. La bouche de Marc s'ouvrit et se ferma. Moi, mademoiselle Vance? Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien, dit Hélène en lui offrant le premier petit sourire sincère de la soirée. Faites juste le travail que je vous regarde faire gratuitement depuis 5 heures. Vous l'avez mérité. Condition numéro 3. Elle regarda le personnel de cuisine, puis le reste des serveurs qui jetaient un coup d'œil depuis la station de service. L'injection de capital initial de mon fonds n'ira pas dans du nouveau marbre ou un éclairage stupide. Elle ira à vous. Tout le personnel de cuisine et de salle reçoit une augmentation de salaire de 30% pour tout le monde. Et nous fermons les lundis et mardis. Fini les semaines de 80 heures. Ce restaurant ne sera plus construit sur l'épuisement de ses employés. Une vague de halètements audibles et de « Oh mon Dieu !» chuchotés traversa le personnel. Marc dut mettre sa main sur le mur pour se stabiliser. Et enfin, dit Hélène, sa voix baissant alors qu'elle se retournait vers la tâche toxique qu'était la table 12. Condition numéro 4. Véronique, Sébastien et Chloé étaient figés, piégés dans leur banquette, témoins de leur propre exécution. L'addition? Dit Hélène. Elle. L'addition? Bégaya Sébastien. Oui, l'addition. Pour la bouteille de salon à 500 €, pour les 3 entrées, les 4 plats que vous avez commandés et les cocktails. Votre crédit, comme Chloé l'a si délicatement dit, est terminé. Marc, s'il vous plaît, imprimez leur chèque au prix fort et ajoutez un pourboire standard de 18%. Bien que, ajouta-t-elle, Dieu sait qu'il ne le mérite pas. Vous ne pouvez pas, hurla Véronique, son ancien moi revenant à la vie par intermittence. Ce repas est offert. Charles nous invite toujours. Charles, dit Hélène, sans le regarder, n'invite personne.
Je n'ai pas ce genre d'argent sur moi, marmonna Sébastien, le visage rouge écarlate. Je m'en fiche, dit Hélène. Vendez votre veste ridicule. Et quant à vous, Véronique. Elle marcha droit vers la banquette, assez près pour que Véronique soit forcée de se presser contre le coussin du dossier. Vous êtes bannie à vie de cet établissement et de toute autre propriété que j'acquérai jamais. Si je vous vois, vous ou vos amis insipides, ici à nouveau, je vous ferai expulser pour violation de propriété. Mon père. Essaya encore Véronique, sa dernière défense pathétique. Votre père, l'interrompit Hélène, va passer une très, très mauvaise journée demain quand j'appellerai ses créanciers. Mais je vais vous dire quoi, je me sens généreuse. Je lui donnerai une extension, un délai de grâce, et en échange, vous allez faire 2 choses. Quoi? Chuchota Véronique, les yeux écarquillés de peur. Premièrement, vous allez vous lever, marcher jusqu'à la cuisine, et vous allez vous excuser auprès des chefs dont vous avez insulté la nourriture. Deuxièmement, vous allez vous excuser auprès de Marc pour votre comportement. Et troisièmement, vous allez vous excuser auprès de moi pour la robe. Quoi? Ma robe? Vous avez ruiné ma robe. Non, dit Hélène en ramassant le tablier bon marché et taché sur la table. Vous avez ruiné la mienne. C'était mon uniforme de travail. Et vous et votre ami avez délibérément étalé du beurre dessus. Donc, vous allez vous excuser. Et ensuite, vous allez payer votre addition. Et ensuite, vous allez partir. Véronique la fixa, son monde entier construit sur une fondation de privilèges et d'argent paternel s'effondrant sur lui-même. Elle était piégée. Si elle refusait, Hélène mettrait sa famille en faillite. Le choix était simple, humiliation ou annihilation. Lentement, tremblant visiblement d'une rage et d'une honte qu'elle n'avait jamais connue auparavant, Véronique de Valmont glissa hors de la banquette. La marche vers la cuisine fut les 10 mètres les plus longs de la vie de Véronique de Valmont. Chaque pas sur le marbre froid et impitoyable était une agonie. Le son de ses propres talons loup-boutins, habituellement un clic-clac net et confiant qui annonçait son arrivée, sonnait maintenant comme un glas. Elle pouvait sentir les yeux. Odieux, les yeux. Ce n'étaient pas les regards admiratifs, envieux ou flatteurs auxquels elle était habituée. Ils étaient pitoyables. Ils étaient moqueurs. Ils étaient, pire que tout, fascinés. Du coin de l'œil, elle vit un homme à une table d'angle, son smartphone levé, sa petite lumière rouge allumée. Il l'enregistrait. Sa vie entière, une performance soigneusement organisée de supériorité sans effort, était en train de s'immoler. Marc, le visage étant un masque de neutralité professionnelle, ouvrait la voie. Il ne jubilait pas. Il ne dit pas un mot. Il tenait simplement la porte battante de la cuisine ouverte pour elle, un geste qui était à la fois poli et une démonstration de pouvoir profonde et dévastatrice. Véronique, Sébastien et Chloé entrèrent. La cuisine, qui avait été une symphonie de chaos contrôlé, devint silencieuse. Les poêles à sauter furent maintenus en l'air. Le sifflement du grill sembla se calmer. Chaque cuisinier, plongeur et préparateur, se tourna pour les regarder. Le chef de cuisine, un homme formidable à la poitrine large nommé Antoine Dubois, s'avança. Il essuya ses mains sur son tablier, qui était taché d'honneur, pas de beurre. Sa toque blanche était légèrement de travers, et ses yeux, qui avaient vu des milliers de clients prétentieux, ne montraient aucune peur. « Oui » demanda le chef Antoine, sa voix étant un grondement bas. « Elle » commença Véronique, sa voix lui manquant. Elle regarda Chloé et Sébastien pour obtenir du soutien. Ils fixaient tous deux intensément leurs propres chaussures très chères. « Elle est là pour s'excuser, chef », répondit Marc, sa voix résonnant légèrement dans la pièce carrelée. Le chef Antoine croisa les bras. « Vraiment ? Je n'ai rien entendu. » Les mains de Véronique se serrèrent en poing. C'était l'humiliation finale et la plus profonde, s'excuser auprès des domestiques. Mais l'image du visage de son père, de son empire s'effondrant parce qu'elle ne pouvait pas ravaler sa fierté, flasha dans son esprit. C'était l'échec et mat d'Hélène Vance. Elle força les mots à sortir, ayant un goût de cendre. « Je suis désolé d'avoir insulté votre nourriture. » Le chef inclina la tête. « Vous n'avez pas insulté ma nourriture, mademoiselle. Vous avez insulté mon équipe. Vous avez dit que cet endroit était triste. » Il fit un geste vers les jeunes commis, les vieux préparateurs de légumes, le plongeur en sueur. « Ils sont cet endroit. Vous vous excusez auprès d'eux. » Les yeux de Véronique scannèrent les visages hostiles. C'était impossible. C'était un cauchemar. « Je m'excuse, » dit-elle, sa voix étant un sifflement bas et étranglé dirigé vers le sol. « Auprès de vous tous. » Plus fort, dit un jeune préparateur depuis le fond. « J'ai dit,
hurla Véronique, son contrôle se brisant, « Je m'excuse. » « C'est mieux, » dit le chef Antoine, nullement impressionné. « Maintenant sortez de ma cuisine. Vous dérangez le service. » Il lui tourna le dos, un geste de renvoi si profond que c'était presque un coup physique. « Marc, c'est fini. » Marc hocha la tête une fois et ramena le trio dans la salle à manger. Véronique tremblait visiblement maintenant, son visage étant une ruine tachée et striée de larmes. Son masque avait disparu. Ils furent ramenés vers Marc, qui se tenait près de la station de service. C'était le prochain cercle de l'enfer. « Mademoiselle de Valmont, » dit Marc, la voix égale. « Vous aviez quelque chose à me dire. » Elle le regarda. Il y a juste une heure, c'était un serviteur, une non-entité. Maintenant, il tenait le pouvoir de l'avenir de sa famille entre ses mains, une extension de la femme qui les observait tous depuis le centre de la pièce. « Je m'excuse, » murmura-t-elle, ses yeux brûlant d'une rage haineuse et impuissante. « Je suis désolé, je n'ai pas bien saisi, » dit Marc, se penchant juste légèrement. C'était la seule indulgence qu'il s'autorisait. « Je m'excuse, » articula-t-elle, les mots tranchants, « pour mon comportement. »« Merci, mademoiselle de Valmont, » dit Marc, le visage illisible. « C'est noté. » Enfin, le calvaire était presque terminé. Ils furent amenés à Hélène, qui se tenait près de leur table, les bras croisés. Elle ressemblait à un général inspectant un champ conquis. « Et » incita Hélène, la voix douce. Véronique la regarda. Elle regarda l'uniforme en polyester bon marché. Elle regarda le visage qui pour elle avait été totalement oubliable et qui était maintenant le visage le plus terrifiant qu'elle ait jamais vu. « Je paierai pour la robe », lâcha soudainement Véronique. Une dernière tentative désespérée pour transformer cela à nouveau en transaction. « La Prada, elle est fichue. Je vous en achèterai une neuve. » 10 d'entre elles. Finissons en juste. Hélène sourit réellement. C'était un spectacle froid, mince et dévastateur. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» dit Hélène en secouant la tête. « Vous pensez qu'il s'agit d'une robe? Vous pensez qu'il s'agit d'argent? Vous pensez que vous pouvez juste acheter votre sortie d'une conséquence? J'ai plus d'argent que votre famille entière n'enverra en 3 générations, Véronique. Je n'ai pas besoin que vous m'achetiez quoi que ce soit. » Elle ramassa le tablier taché et jeté sur la chaise. « On ne vous a pas demandé de payer. On vous a demandé de vous excuser pour ça. Pour avoir essayé de faire virer une femme parce que vous vous sentiez puissante. » Le visage de Véronique se froissa. Le reste de sa combativité s'éteignit, laissant une coquille vide et terrifiée. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, les larmes coulant maintenant librement, creusant des chemins à travers son fond de teint coûteux. « Pour votre tablier. »« Bien, » dit Hélène en laissant tomber le tablier sur la table. « Ce n'est pas accepté, mais comme Marc l'a dit, c'est noté. Maintenant, votre addition. » Elle fit un signe de tête. « Marc, si vous voulez bien. » Avec une nouvelle autorité nette, Marc produisit le porte-addition relié de cuir. Il ne le posa pas simplement sur la table. Il le présenta avec un petit geste professionnel à Sébastien. « Votre chèque, monsieur. » Sébastien, qui essayait de se fondre dans le papier peint, tressaillit. Il l'ouvrit. Son visage passa du rouge au gris pâteux et maladif. « C'est 2312 €. » « C'est exact, » dit Marc. « Le salon, les cocktails, votre nourriture, et des frais de service de 18%. »« Nous n'avons même pas mangé les plats, » protesta Chloé, sa voix étant un gémissement aigu. « Vous les avez commandés, » dit Hélène, la voix plate. « La cuisine les a préparés. Vous allez les payer. C'est comme ça que fonctionnent les restaurants. Vous devriez essayer un jour. » Sébastien fouilla pour trouver son portefeuille. Il sortit une carte Amex noire et la tendit à Marc. « Passez-la juste. » Marc la prit, alla au système de caisse et revint un instant plus tard. Il plaça le ticket et un stylo devant Sébastien. « Je crains, » dit Marc, sa voix ne trahissant pas un soupçon d'émotion, qu'elle ait été refusée. « Monsieur. » Sébastien se figea. « Quoi? Ce n'est pas possible. Passez-la encore. »« Je l'ai fait, monsieur, » dit Marc. « 2 fois. Elle a été refusée. Voulez-vous ou mademoiselle Chloé ?» Il se tourna vers l'autre femme. Fournir une forme alternative de paiement. Sébastien transpirait maintenant abondamment, son blazer Gucci ressemblant à un costume bon marché. « Chloé, chérie, j'ai dû laisser mon, je te rembourserai. » Chloé le fixa, les yeux écarquillés avec un regard de mépris pur et inaltéré. Elle arracha la note de sa main.
la sienne tremblant. Elle sortit sa propre carte et la jeta sur la table. « Prenez-la juste. » Marc traita sa carte. Elle passa. Elle signa le ticket d'un coup de stylo saccadé et colérique, sans même regarder le total. « Merci d'avoir dîné au Séraphin, » dit Marc, la voix parfaitement égale. « Veuillez passer une bonne soirée. » Le trio se leva. Ils étaient brisés. En l'espace de 30 minutes, ils étaient passés de maîtres de l'univers à parias. Ils rassemblèrent leurs manteaux, le beau Max Mara de Véronique ressemblant maintenant à un linceul. Ils ne parlèrent pas. Ils marchèrent simplement la tête basse à travers la salle à manger silencieuse qui les fixait. Les grandes portes en chêne s'ouvrirent, laissant entrer l'air froid de la nuit. Et puis ils furent partis. Les portes se refermèrent avec un clic. Pendant 10 secondes entières, le restaurant fut absolument immobile. Les convives, le personnel, tout le monde. Puis, de la table 7, la femme plus âgée, celle sur qui Hélène avait renversé de l'eau des heures auparavant, commença à applaudir. Juste un applaudissement lent, régulier et délibéré. Son mari se joignit à elle. Puis l'homme qui avait filmé rangea son téléphone et applaudit. En quelques secondes, la salle à manger entière était debout, une vague d'applaudissements et d'acclamations déferlant sur la pièce. Le personnel, blotti près des stations de service, avait l'air stupéfait. Une jeune serveuse, une qui avait visiblement tremblé pendant la tirade de Véronique, éclata en sanglots de pur soulagement. Marc ferma les yeux un instant, laissant le son le submerger. Charles Hemming était le seul à ne pas applaudir. Il était toujours affalé contre la colonne, un fantôme à ses propres funérailles. Hélène leva la main, et les applaudissements se calmèrent. Elle marcha vers Charles. « Charles, » dit-elle, la voix plus douce maintenant, presque gentille. « Rentrez chez vous. Allez voir votre famille. »« Hélène. Mademoiselle Vance, s'il vous plaît. » Il essaya une dernière fois, sa voix étant un râle pathétique. « Je suis un homme bon. J'étais juste. J'avais juste peur. Elle avait tellement de pouvoir. » « Elle n'avait aucun pouvoir, Charles, » le corrigea Hélène. « Elle avait une voix forte et un nom de famille célèbre. Vous lui avez donné le pouvoir. Vous lui avez donné le pouvoir sur votre entreprise, sur votre personnel et sur votre propre intégrité. C'est pourquoi vous ne pouvez pas diriger cette société. » Il baissa les yeux, la finalité de la chose l'écrasant. « Rentrez chez vous, » répéta-t-elle. « Mon équipe juridique aura les nouveaux contrats de partenariat chez votre avocat demain à 9 h. Ils sont étonnamment généreux, tout bien considérés. Ils assureront l'avenir de votre famille, mais ils ne sont pas négociables. Signez-les. » Il hocha la tête, un seul mouvement saccadé. Il regarda autour de la pièce, son restaurant, comme s'il le voyait pour la dernière fois. Puis, sans un mot, il traîna les pieds vers la sortie et disparut dans la nuit. Hélène se tourna vers le personnel assemblé. Ils se mirent tous au garde-à-vous, la regardant avec un mélange d'admiration, de terreur et d'un nouvel espoir fragile. « Très bien, » dit-elle, sa voix résonnant de commandement. « Écoutez-moi, tout le monde. Le spectacle est terminé. Mais le travail ne l'est pas. L'ancienne façon de faire les choses au Séraphin. C'est fini. Terminé. » Elle regarda les visages, du plus vieux commis de salle à la plus jeune hôtesse. L'injection de capital de Montfond est réelle. Les augmentations sont réelles. Les nouvelles heures de travail humaines sont réelles. Mais en retour, j'attends l'excellence. Pas juste bien, l'excellence. Mais nous ne poursuivrons plus l'excellence au prix de notre dignité. Elle croisa le regard du personnel. Laissez-moi être parfaitement clair. Le client n'a pas toujours raison. Le client est notre invité. Et si un invité, peu importe qui il est, peu importe combien d'argent il a, traite l'un d'entre vous avec le genre de manque de respect que nous avons vu ici ce soir, vous devez venir trouver Marc. Et Marc, elle se tourna vers lui, vous devrez personnellement leur montrer la porte. Nous sommes une équipe. Nous protégeons notre équipe. Est-ce compris? Oui, mademoiselle Vance, irrégulier et émotionnel vint du groupe. Bien, dit-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Maintenant, pour nos invités restants, elle fit un geste vers les convives. Marc, s'il vous plaît, envoyez un verre complémentaire du vrai champagne à chaque table avec mes excuses pour l'interruption. Et pour le reste du personnel, remettons-nous au travail. Montrons-leur ce qu'est vraiment le Séraphin. Le personnel, énergisé et renaissant, se dispersa, un nouveau but dans leur démarche. Le restaurant, qui avait ressemblé à un tombeau, était soudainement vivant à nouveau. Hélène marcha vers Marc, qui dirigeait déjà le service du champagne, sa posture plus droite, sa voix plus claire. « Vous avez l'air bien dans ce rôle, Marc, » dit-elle doucement. Il se tourna vers elle,
ses yeux brillants de larmes non versées. Mademoiselle Vance. Hélène. Pourquoi? Pourquoi moi? Je suis juste. Je suis un serveur. Je n'ai pas de MBA. Je ne connais pas la première chose sur le fait d'être directeur général. Je n'embauche pas des CV, Marc. J'embauche du caractère, dit Hélène. Je peux vous apprendre à lire un bilan financier. Je ne peux pas vous apprendre à avoir une colonne vertébrale. Je ne peux pas vous apprendre la loyauté. Je ne peux pas vous apprendre à vous soucier de votre équipe plus que de votre propre confort. Vous avez toutes les choses que je ne peux pas enseigner. Je m'occuperai du reste. Il hocha simplement la tête, trop submergé pour parler. Hélène regarda vers la table 12 maintenant vide. C'était un désastre. Du beurre étalé, de la nourriture à moitié mangée, du champagne renversé, des serviettes froissées, un monument à la laideur qui venait d'être expulsé. Quelqu'un, soupira-t-elle, doit nettoyer ce gâchis. Je vais mettre un commis dessus tout de suite, commença Marc. Non, dit Hélène. Elle marcha, décrocha un plateau de débarrassage de la station de service et se dirigea vers la table. Mademoiselle Vance, protesta Marc, horrifié. Hélène, vous ne pouvez pas. Vous êtes la propriétaire. Hélène fit une pause, ses mains planant au-dessus d'une flûte à champagne sale. Je suis la propriétaire, convint-elle en la ramassant et en la plaçant sur le plateau. Et la propriétaire vient de voir une table de cochon quitter une porcherie. Ceci est le dernier vestige de l'ancien restaurant, celui qui était construit sur la courbette et le raclage devant des gens qui nous méprisaient. Elle commença à empiler les assiettes, le beurre gras et figé s'étalant sur ses doigts. Elle ne tressaillit pas, je ne demande pas à mon nouveau personnel, hautement payé et respecté, de nettoyer la crasse littérale des gens qui viennent de les humilier. Je vais le faire. Elle le regarda, ses yeux clairs et directs. Ça s'appelle mener par l'exemple, Marc. C'est la première leçon. Le nouveau Séraphin ne demande à personne de faire un travail que la patronne n'est pas prête à faire elle-même. Elle racla les assiettes, empila les verres et rassembla le linge taché. Le personnel arrêta ce qu'il faisait pour regarder. Ils virent leur nouvelle propriétaire milliardaire, dans son uniforme bon marché et ruiné, débarrasser une table. Et à ce moment-là, ils surent que ce n'était pas juste une nouvelle patronne. C'était un nouveau commencement. Hélène Vance, soulevant le lourd plateau, sentit le poids familier, un poids qu'elle n'avait pas senti depuis ses jours au MIT. Ça faisait du bien. C'était juste. Le restaurant n'était plus un cadavre magnifique. Il avait un pouls. Et pour la première fois, il avait une âme. Et juste comme ça, un acte d'arrogance cruelle et snob coûta à une mondaine sa réputation, les finances de son père et sa table préférée. Et ce même acte donna à un serveur travailleur et négligé une promotion, un avenir et une patronne qui voyaient enfin sa valeur. Hélène Vance n'a pas seulement sauvé ce restaurant. Elle lui a donné une âme. C'est un rappel puissant que vous ne savez jamais, au grand jamais, à qui vous parlez. La personne que vous rejetez aujourd'hui pourrait bien être la personne qui signe votre chèque de paie ou vos papiers de saisie demain. Qu'avez-vous pensé de la chute de Véronique? Était-ce trop dur ou a-t-elle eu exactement ce qu'elle méritait?